Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GitHub. On va apprendre à utiliser l'outil. Pour ceux qui ne savent pas, GitHub est une plateforme qui permet de réaliser de la gestion de projet ou de la gestion de version pour ses projets en code ou tout autre. Et c'est utilisé grâce à un outil qui s'appelle Git. Donc je n'aborderai pas pendant ce tutoriel l'installation de Git et la création d'un compte GitHub. Pour moi, ce sont des prérequis. Donc, pour créer un compte GitHub, vous irez sur la plateforme GitHub que vous pourrez trouver sur internet et pour télécharger Git, ça s'installe sur un Windows, sur un Mac ou sur Linux assez facilement. Il n'y a pas vraiment besoin de tutoriel là-dessus. Vous pourrez trouver tout ce qu'il faut sur internet. Cette vidéo se déroulera en plusieurs parties. Vous pourrez utiliser le timecode de la vidéo pour pouvoir aller à la partie qui vous intéresse le plus. Nous verrons d'abord la plateforme GitHub en elle-même, comment elle fonctionne, comment créer un projet sur GitHub. Ensuite, nous verrons comment réutiliser ce projet sur notre ordinateur personnel, donc comment cloner un projet. Ensuite, on verra quelles sont les commandes principales que l'on peut utiliser et j'argumenterai tout ça en expliquant les bonnes pratiques à avoir lorsqu'on utilise GitHub. Donc voici GitHub. Pour le tutoriel, mon compte est déjà créé, nous allons l'utiliser. Donc pour cela, c'est très simple. Depuis votre profil, vous allez cliquer sur Repository. Donc si c'est la première fois que vous utilisez GitHub, c'est normal que ça soit vide. Ici, il y a tous les projets que j'ai déjà codés et que j'ai déjà utilisés. Donc vous pouvez ensuite cliquer sur New. Le bouton se trouve ici. Une fois que vous êtes là, vous pourrez donner un nom au projet. Ici, je vais l'appeler tuto YouTube. C'est une bonne pratique à avoir en développement en général, ça permet d'éviter les problèmes avec tout ce qu'il y a avec les espaces. Donc ne mettez pas d'espace et utilisez toujours un nom en un seul mot ou avec des tirets ou des underscores. Vous pourrez donner une description. Si vous ne la mettez pas depuis le début, c'est pas grave, vous pourrez la donner plus tard. Vous devez choisir si le répertoire est public ou privé. Donc la différence, c'est que si le répertoire est public, n'importe qui peut regarder votre code et peut pusher sur votre code. C'est-à-dire qu'il peut envoyer une version sur votre répertoire. Alors attention, la version ne va pas s'ajouter d'elle-même. Il y aura une demande que vous devrez approuver, donc ne vous en faites pas, votre code ne risque rien. C'est juste que si quelqu'un veut participer à votre projet, il pourra vous en faire la demande. Si le répertoire est privé, un utilisateur externe ne pourra pas le voir du tout sur votre profil. Je vous montre un exemple. Ici, je suis sur mon profil public, mais dans une navigation privée, donc je ne suis pas connecté avec mon compte. Et on peut voir qu'il y a seulement 11 répertoires de disponibles sur mon profil. Alors qu'en réalité, si je viens depuis ici, là où je suis connecté, on peut voir qu'en réalité, il y en a 21. C'est-à-dire qu'il y a 10 répertoires sur mon profil qui sont en privé et donc que personne ne peut voir. Ça permet, par exemple, de travailler sur un projet sans pouvoir le mettre en public forcément ou parce que ce sont des fichiers sensibles et qu'on ne veut pas que tout le monde y accède. Donc seulement si vous êtes connecté et vos collaborateurs pourront y avoir accès. La différence se fait ici, pour l'instant je vais le laisser en public. Vous pourrez choisir d'ajouter un README. Donc un README c'est quoi? C'est un fichier qui permet de connaître toutes les spécificités du projet sur lequel vous travaillez. Donc c'est à vous de l'écrire et c'est à vous de le mettre en forme. Ça utilise un format qui s'appelle le Markdown. C'est un format très utilisé en général pour la prise de notes rapide. Vous pourrez voir que beaucoup d'outils de nos jours utilisent, par exemple Notion. Et donc, grâce à cela, vous pourrez présenter à toutes les personnes qui voudront télécharger votre projet plus tard, ou pour vous-même, d'avoir toutes les notes nécessaires à la compréhension du projet. Vous pourrez décider d'ajouter un Gitignore, donc il y a des templates déjà préfaits. Mais pour le README et pour les Gitignore, c'est pas un problème, vous pourrez les rajouter plus tard. C'est juste que GitHub vous propose de les ajouter depuis le début. Donc pour le tutoriel, je vais ajouter un README. On peut choisir une licence par rapport au logiciel que l'on utilise, mais pareil, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Généralement, je ne le mets pas. De toute façon, s'il y a vraiment quelque chose d'important à ajouter, vous pourrez l'ajouter plus tard. Le minimum, généralement, est de juste donner un nom et de choisir public ou privé. Le reste n'est pas vraiment important, tout se fait après. Je crée mon répertoire. Vous pouvez arriver sur une nouvelle page avec un README qui a pris le nom du répertoire et donc vous pouvez ensuite déjà commencer à coder. Alors dans le cas où, comme ici, vous créez un nouveau projet depuis GitHub et que vous voulez ensuite l'amener sur votre ordinateur pour travailler dessus, on va faire ce qu'on appelle un clone du projet. Donc pour cela, c'est très simple. Vous irez en haut à droite sur le bouton en vert où il y a écrit code et vous clonerez le projet en utilisant le lien qui est situé ici. Donc là, je vais cloner un SSH. Donc pour cloner un SSH, c'est une partie que je n'aborderai pas ici, mais pour cela, il faut utiliser une clé SSH qui est sur votre ordinateur. Si vous êtes intéressé de savoir comment le faire, je mettrai un lien en description où je pourrai en faire une vidéo si ça vous intéresse. Si vous n'avez pas de clé SSH, vous pourrez cloner votre projet en HTTPS. Et donc là, on vous demandera de vous connecter au moment où vous clonerez le projet. Moi, j'ai déjà une clé SSH, donc je vais utiliser le lien qui est ici. Et je vais tout de suite aller dans un endroit où je pourrai cloner le projet.
Alors, c'est à ce moment-là qu'il faut avoir déjà utilisé le prérequis que j'ai cité en début de vidéo, c'est-à-dire avoir installé Git. Pour savoir si vous avez Git d'installer, vous pouvez chercher sur votre Windows en tapant Git. Et donc, si vous voyez un Git Bash, Git GUI ou Git CMD, ça veut dire que vous avez Git sur votre ordinateur. Moi, j'ai aussi Git Desktop, c'est une application qui permet de gérer Git, donc GitHub plus précisément, à partir d'une interface joliment faite. Ce n'est pas du tout obligatoire de l'avoir, c'est juste que parfois ça permet d'avoir une jolie interface plutôt que d'utiliser des lignes de commande. Pour la vidéo, nous utiliserons les lignes de commande parce que c'est ce qui est le plus utilisé en général, mais je ferai une aparté à la fin pour expliquer les interfaces graphiques en général sur plusieurs logiciels. Alors, pour cloner votre projet, vous ferez clic droit à l'endroit où vous voulez cloner votre projet, vous ouvrirez un terminal et vous ferez la commande git clone, suivi du lien qu'on a récupéré tout à l'heure. Si vous avez en HTTPS, vous pourrez faire exactement la même commande, le lien HTTPS, ça revient exactement au même. Vous appuyez sur Entrée et votre projet se clone. Donc là, on parle d'un fichier où il y a juste un readme, donc ça se fait assez rapidement. Si vous clonez un plus gros projet, c'est normal que ça prenne quelques secondes ou peut-être une minute au maximum si vous avez une mauvaise connexion et que le fichier est assez gros. Généralement, ça se fait assez rapidement. Vous voyez que là, on me dit que 100% a été récupéré. Donc le projet a été clone et c'est vrai que si maintenant je vais dans le dossier où nous étions tout à l'heure, j'ai un nouveau dossier qui porte le nom du répertoire. Donc le répertoire s'appelait tuto YouTube, alors le répertoire ici s'appelle tuto YouTube. Si je l'ouvre à l'intérieur, je vais pouvoir le readme et un point git en fichier caché. Si vous ne voyez pas les fichiers cachés, vous pouvez cliquer sur afficher ici. Ensuite, élément masqué. Sur Windows 10, c'est la même chose, c'est juste sûrement appelé différemment, mais vous pourrez forcément trouver les fichiers cachés dans les paramètres de votre ordinateur. Donc là, j'ai ouvert le projet avec un éditeur classique qui est Visual Studio Code, et on peut voir déjà qu'on ne voit pas le point git puisque c'est un fichier caché, et on peut voir que j'ai accès au readme. Donc ça, c'est la façon d'écrire en readme, donc en markdown. Si j'utilise un hashtag, ça va faire un gros titre. Si j'en utilise deux, ça va faire un titre plus petit, etc. Ce que je voulais vous montrer en ouvrant ce projet sur Visual Studio Code, c'est que donc, je peux commencer à coder et que je peux ensuite rajouter du code sur celui déjà existant. Donc on va le faire. Alors je précise, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, qu'un invite de commande ou un CMD peut être utilisé autant via l'invite de commande Windows de base ou avec un nouveau terminal qui peut être utilisé sur Visual Studio Code ou sur à peu près n'importe quel éditeur assez fonctionnel. Donc ici j'ai un nouvel éditeur, je vais utiliser celui-là pour les besoins de la vidéo parce que ça permet d'avoir tout sur la même fenêtre. Et généralement quand vous codez, vous utilisez aussi le terminal qui est disponible sur votre éditeur. Ça permet d'avoir tout au même endroit et c'est beaucoup plus simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier le readme, donc tuto YouTube. Je vais rajouter du texte, un sous-titre pour vous montrer et un commentaire. Une fois que cela est fait, je vais devoir faire plusieurs commandes. Donc on peut voir, grâce à, encore une fois, la plupart des éditeurs, une barre verte qui s'est ajoutée ici sur la gauche. Cette barre verte signifie que j'ai ajouté du code grâce à Git. Donc là, mon éditeur comprend que j'utilise GitHub, enfin Git, sur mon ordinateur, et va donc m'indiquer les lignes qui sont en plus par rapport au projet initial. Si je clique dessus, je peux voir tout ce qui a été ajouté. Donc tout ce qui est en vert, ça a été ajouté. Comment je fais maintenant pour mettre ce code sur GitHub? Je vais utiliser plusieurs commandes, donc 3 en particulier. La première, c'est la commande git add. Donc git add s'écrit, donc git, git, ensuite add, mais s'écrit avec ensuite le nom du fichier que vous allez ajouter sur GitHub. Si vous avez beaucoup de fichiers que vous voulez tout ajouter, vous faites git add étoile. Si vous ne voulez ajouter qu'un seul fichier et que vous avez modifié, par exemple, imaginons que j'ai 3-4 fichiers, mais que moi je ne veux ajouter à GitHub ou à Git tout court uniquement un seul des fichiers, je peux préciser le nom en écrivant en readme. Donc je peux faire appuyer sur Tab pour que la complétion se fasse et ensuite j'appuie sur Entrée. Rien n'a été écrit, mais on peut voir que si le fichier a bien été ajouté en faisant un git statut. Donc ça c'est une deuxième commande, git statut, qui permet de savoir s'il y a des choses à faire. Donc je viens de me rendre compte du problème, en fait, et voilà, il faut faire attention, je n'avais pas sauvegardé le fichier, ce qui fait que Git n'a pas pris en compte les modifications que j'avais fait au moment du git add. Donc j'ai recommencé, j'ai compris le problème. N'oubliez pas donc de sauvegarder le fichier, donc en faisant un CTRL S, après avoir fait des modifications, et donc là je vais refaire des modifications. Les lignes vertes s'ajoutent comme tout à l'heure, et si je refais un git add, on peut voir que les lignes vertes disparaissent, et donc que les fichiers ont bien été add. Et donc là si je refais mon git statut, comme je disais, voilà, on peut voir que la modification a bien été effectuée. Si je refais une modification encore et que je refais un git statut, on peut voir que c'est en rouge, donc il y a des modifications en attente. Je vais refaire un git add et là je vais utiliser une nouvelle commande. Une nouvelle commande, ça s'appelle git commit.
Le commit, ça permet d'écrire un petit commentaire en fonction du code que je viens de faire et qui va expliquer, on l'explique rapidement en quelques mots, ce qu'on vient de faire. On peut écrire plusieurs mots, il y a des conventions qui ont été faites par rapport à ça, ça dépend de votre entreprise, de votre façon de coder. Mais là, on va faire un truc tout basique où je vais faire un git commit, ensuite je fais "-m", j'ouvre les guillemets et là, je vais préciser un petit commentaire. Et là, je vais l'appeler premier commit ou first commit. J'appuie sur entrée. On peut voir qu'un fichier a été changé, donc 12 insertions, puisqu'il y a 12 lignes qui ont été ajoutées, et une délection, parce que j'ai dû donc repasser sur une première ligne sûrement, et donc ça a considéré comme délection, mais ne faites pas attention à ça, sauf si vraiment vous avez besoin du débugage à faire. Si on vous dit que c'est bon, c'est bon. Et ensuite, la dernière commande qui est importante, et là c'est là qu'il va falloir être connecté à GitHub, donc si c'est la première fois ou si vous n'avez pas de clé SSH, ça va vous demander de vous connecter. Il va falloir faire la commande git push. Une fois que je fais git push, on voit que les données sont envoyées dans la branche main. Et maintenant, si je retourne sur GitHub et que j'actualise ma page, on peut voir que ça a été mis à jour. Pour ce deuxième cas de figure, nous partirons du principe que nous avons déjà un code écrit sur notre ordinateur et qu'on veut l'ajouter sur GitHub. Donc pour ça, j'ai supprimé le dossier .git que j'avais sur mon dossier, ce qui fait que pour le projet, je n'ai plus de lien avec GitHub. Pareil, sur GitHub, j'ai supprimé mon répertoire, donc il n'existe plus, il n'y a plus du tout de lien, c'est comme si je repartais de zéro. Donc depuis maintenant, j'ai écrit mon code, donc mon fichier README, et je veux le mettre sur GitHub. On retourne sur GitHub, je vais créer un nouveau répertoire, et cette fois quand je fais new, je fais attention, alors ce n'est pas obligatoire, mais vaut mieux pour éviter les problèmes, appeler le répertoire de la même façon que vous avez nommé votre répertoire principal sur votre ordinateur. Ce n'est pas obligatoire, ça marchera sans, mais c'est juste que ça permettra une meilleure compréhension et ça évitera beaucoup de problèmes de votre côté, ce qui peut entraîner des erreurs si ça paraît pas pareil. Mais c'est pas du tout obligatoire, mais il vaut mieux le faire. Je laisse en public et cette fois je fais attention de ne rien cocher. Je fais un create repository, on va pouvoir faire un nouveau répertoire va être créé, mais cette fois sans rien à l'intérieur. Et grâce au fait d'avoir fait ça, je peux avoir directement, et c'est ça qui GitHub a pensé à faire ça et c'est très intelligent, d'avoir les étapes à suivre pour ajouter un projet sur GitHub. Nous, vu qu'on a déjà notre projet, on ne va pas utiliser la première commande qui consiste en réalité à créer le README. Donc c'est un écho de hashtag tuto YouTube, donc c'est exactement ce qu'on a ici, dans un répertoire qui s'appelle readme.md. On ne fait pas attention à la première ligne, on n'a pas besoin. Mais à part celle-là, on va suivre les étapes une par une. Donc la première, c'est un git init. Donc en quoi consiste git init? Git init, là maintenant que je vais ouvrir mon terminal, permet de créer le fameux dossier .git. Donc là, on peut voir que le .git a été apparu. Si je recommence, je peux le resupprimer. Il n'y a plus de var, il n'y a plus quoi que ce soit. Git n'est pas installé sur ce projet. Et si je fais d'ailleurs un git statut par exemple pour voir où ça en est, la commande ne fonctionnera pas puisqu'il n'y a pas de git. Donc je refais mon git init. On me dit que ça a été initialisé. Si je viens ici, on peut voir que le fichier git est apparu. Et à partir de maintenant, on peut voir que mes fichiers deviendront verts, ajouteront des modifications, etc. Donc ça veut dire que Git a bien été installé sur ce projet. Ensuite, la deuxième commande est la fameuse git add, comme on l'a vu, de readme.md. Alors, et eux, ils ont écrit readme.md. Si vous avez plusieurs fichiers, vous pouvez faire un git add étoile. Ici, on a seulement un readme, donc je vais utiliser le git add readme.md. Ensuite, le fameux git commit, comme on l'a déjà vu, avec le first commit. Mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez, et vous pouvez écrire ce que vous voulez. Ensuite, on a un git branch-m main. Parce qu'en fait, dans GitHub, on n'en a pas encore parlé, on en parlera après ce tutoriel, mais il y a un système de branches, et vous pouvez en créer plusieurs. Là, on va suivre le tutoriel pour comprendre que ici, on va créer une nouvelle branche qui s'appelle main, mais après, j'expliquerai comment avoir plusieurs branches et comment ça fonctionne. Donc, je vais faire un git branch-m. Ensuite, on va ajouter notre répertoire en local, on va le lier à notre répertoire sur GitHub. Et c'est ce que fait cette branche. Donc, tac, ici, le lien a bien été fait, mais il manque encore la dernière commande, le git push. Donc, la première fois que vous faites un push sur un nouveau projet, contrairement à tout à l'heure où au git clone, ces commandes ont déjà été ont déjà été installées dans le .git en fait. Ici, il va falloir donc les faire une par une, mais une fois que ça sera fait, vous pourrez réutiliser les commandes qu'on a vues tout à l'heure. Donc seulement le git add, le git commit et le git push. Je fais mon git push, et on peut voir que si j'actualise ma page, on revient au même résultat que tout à l'heure. Mais cette fois, le projet était déjà sur mon ordi,
et je l'ai ramené sur GitHub, pas l'inverse. Au début, dans la première cas de figure, on était de GitHub, je l'ai mis sur mon ordinateur, et là, on part de mon ordinateur et je le mets sur GitHub. Il nous reste une dernière commande importante à voir, c'est dans le cas où vous travaillez sur plusieurs ordinateurs, ou vous travaillez avec quelqu'un. Cette commande s'appelle le git pull. Donc, en réalité, quand vous pushez votre projet sur GitHub, n'importe qui, comme on l'a dit, peut cloner votre projet. Mais vous pouvez aussi ajouter des collaborateurs. Et imaginons que vous êtes à plusieurs. Si moi, je suis là et que je push du code sur GitHub et que mon collaborateur veut ensuite récupérer ce code-là, il ne va pas refaire un git clone à chaque fois. Il va faire ce qu'on appelle un git pull. Donc pull va garder le projet que j'ai actuellement sur mon ordinateur et va seulement ajouter les nouveaux fichiers ou les modifications qui ont été faites sur GitHub. Alors attention, et là on va entamer une nouvelle partie qui s'appelle les warnings. Sur cette partie-là, de git pull et de git push, il faudra bien faire attention à pull avant de commencer de travailler et à push une fois que le travail est fini. Ça c'est dans le cas où on est tout seul. Dans le cas où on est plusieurs, il faut vraiment mettre en place des avertissements entre vous, pour faire attention à ce que personne ne push sur une branche qui n'a pas été pull par tout le monde, ou en tout cas que tout le monde n'est pas à jour dessus, parce que sinon vous risqueriez d'avoir des conflits. Si moi je push sur la branche main par exemple, et que quelqu'un d'autre essaye de push sur la branche main ensuite, si lui il n'était pas à jour sur les modifications que j'ai faites, ça va pas pouvoir marcher, il va y avoir ce qu'on appelle un conflit. La gestion de conflit c'est un gros morceau, je ne vais pas l'aborder dans cette vidéo, et encore une fois, voilà, ne pas oublier de push une fois que vous avez fini de travailler, parce que si vous ne le faites pas, la prochaine fois que vous travaillerez et que vous ferez un pull, vous risquerez de revenir en arrière si vous avez mal commit. Donc attention à faire tout ça. Le git push et le git pull, ça permet vraiment de travailler avec plusieurs personnes ou tout seul éventuellement. Mais alors faites attention, si vous avez plusieurs ordinateurs par exemple, de bien push à chaque fois que vous avez fini et de bien pull avant de commencer à travailler pour être sûr que vous soyez à jour. Pour finir, on va rapidement parler du système de branches. Donc pour créer une nouvelle branche, moi ce que je conseille c'est de passer directement par GitHub. Vous pouvez éventuellement en créer une grâce aux commandes git branch comme on l'a vu tout à l'heure, mais pour éviter les problèmes et pour avoir l'esprit plus clair, surtout si vous êtes débutant parce que ce tuto s'adresse à des débutants, je vous conseille de passer sur GitHub. Donc depuis GitHub, là ici l'interface où je suis, je peux cliquer ici sur ma liste de branches. On peut voir qu'actuellement il n'y en a qu'une seule qui s'appelle main. Pour créer une nouvelle branche, il me suffit d'écrire le nom. Donc je vais appeler par exemple la branche dev. Ici, si je ne fais rien, il me propose de créer une nouvelle branche si elle n'existe pas. Je vais cliquer dessus. Et on peut voir qu'une nouvelle branche a été créée, c'est écrit ici. Et que je peux switch de branche. Par exemple là, je suis sur la branche dev, je peux repasser sur la main de tout à l'heure. Vous voyez que là, si je change de branche, il ne se passe absolument rien. Pourquoi ? Parce que ma branche dev provient de ma branche main. Donc ça veut dire que si je clique ici sur le nombre de branches que j'ai, on peut voir qu'il n'y a aucune différence up to date with main. On peut voir que ma branche dev est exactement la même que main. Alors comment voir une différence ? On va le voir tout de suite. Depuis mon projet, je vais refaire un git pull, comme on l'a vu il y a un instant, pour me mettre à jour par rapport à GitHub. Donc là, il n'y a pas eu de modification de code, mais il y a eu une nouvelle branche. Donc si je fais un git pull, il va me dire une nouvelle branche a été créée, elle s'appelle dev. Pour changer de branche, donc il y a plusieurs façons de le faire. On peut le faire graphiquement. Ici par exemple sur Visual Studio Code, je peux cliquer sur le nom de la branche qui se trouve ici et ensuite changer de branche. Si vous voulez le faire avec une commande, vous pouvez utiliser la commande git checkout et le nom de la branche, donc dev. On peut voir que j'ai switché sur la branche dev et ici ça a été mis à jour. Alors pour le changement de branche, encore une fois, je vous conseille d'utiliser le plus possible une interface graphique. C'est pour cela que on peut utiliser par exemple sur Visual Studio Code ici. Vous pouvez cliquer, vous pouvez voir le nombre de branches qui existent, ou l'interface que je vous ai montré tout à l'heure, Git Desktop, qui permet de voir les différents branches qui existent. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Là j'étais sur un autre répertoire, mais je me suis mis sur notre répertoire actuel. Donc je peux voir que si je clique sur History, on peut voir les commits qui ont été faits. Et je peux voir également si des changements sont en cours. Ce n'est pas le cas. Je peux même, grâce à cette interface, rajouter un commit directement depuis ici. Et je peux changer de branche. Donc tout ça peut être fait depuis cette interface. Généralement, si je fais du web, je ne l'utilise pas puisque la plupart des outils que j'utilise en web me permettent de le faire directement. Donc avec Visual Studio Code ou généralement j'utilise PyCharm ou PHP Storm qui le permettent aussi, je le montrerai. Donc ces outils graphiques sont vraiment une réelle aide dans ce genre de situation puisque le git checkout fonctionne très bien. Donc d'ailleurs n'oubliez pas de faire un git statut avant pour vérifier qu'il n'y a pas des modifications en cours pour éviter tout problème, des modifications qui n'ont pas été commit. Si ça a été commit, c'est bon.
mais qui permettent donc un problème si vous donnez un nom qui n'existe pas ou si vous vous trompez de branche. Ici, vous pouvez cliquer là et avoir les différentes branches qui existent. Donc là, je suis sur PHP Storm. Tous les logiciels de la suite IntelliJ ont à peu près la même interface, donc vous ne serez pas perdu si vous en utilisez une autre. On peut voir que depuis ici, je peux cliquer en bas à droite pour changer de branche, ce qui permet aussi, je trouve que c'est un peu plus visuel, mais de voir donc les branches locales et les branches en remote. Donc comme j'ai expliqué, Git est sur votre ordinateur en local et GitHub c'est à distance. Et donc vous pouvez créer des branches en local et vous pouvez créer des branches en remote sans forcément être à jour d'un côté ou de l'autre. Alors généralement on fait en sorte que ce soit à jour pour pas se perdre, mais c'est très possible de ne pas le faire. Et donc là je peux facilement changer de branche en cliquant dessus et en cliquant sur Checkout. Je suis repassé sur Main et je peux repasser sur Dev. Depuis cette interface, je peux également, si je fais une modification, donc on peut voir qu'on retrouve les choses habituelles, donc la petite barre verte pour dire qu'un ajout a été fait. Je vais vous montrer d'ailleurs tant qu'à faire, ça détecte aussi les modifications. Donc là c'est en bleu parce que pour lui j'ai effacé du code pour remettre, puisqu'on revient sur les mêmes. Si je supprime tout bonnement, il y aurait une petite croix. Donc il y a des petits moyens mnémotechniques, mais vous verrez que la plupart des fois c'est assez compréhensible. Donc là en bleu c'est qu'il y a eu une modification de code. Si je supprime tout bonnement une partie, logiquement voilà, vous trouverez une petite flèche comme ça qui vous montre tout ce qui a été supprimé. Et une fois que cela est fait, je peux donc soit réutiliser un terminal, donc ici j'ai un terminal qui me permet de faire exactement ce qu'on fait depuis tout à l'heure, ou l'interface graphique. Donc ici je peux cliquer sur Commit. Si je clique ici sur la petite croix, c'est que je vais indiquer tout ce que je vais commit puis push. Donc là, je sélectionne tout. Je peux sélectionner également seulement le readme, mais là il n'y a que ça, donc ça va le faire. Ici, je peux écrire mon commit et je peux faire directement un commit on push, donc ça fait tout seul. Donc il me refait un résumé rapide. Tu vas push sur dev et c'est ce fichier-là qui va être push. Et j'appuie sur push et ça le fait tout seul. On peut retourner sur GitHub, dans code. Et on peut voir que si je suis dans Dev, que j'actualise, bon c'était déjà fait, les modifications ont été faites. Et on va terminer cette vidéo avec la dernière partie du coup, les différentes branches que j'ai déjà entamées tout à l'heure, mais qu'on termine maintenant. Maintenant que j'ai deux branches différentes, on peut voir que dans Dev, mon readme ressemble à ça, mais que dans Main, il est un peu plus fourni, puisqu'on a supprimé certaines choses là tout de suite. On peut voir que GitHub me fait un petit message qui me dit Dev had recently pushed less than a minute ago. Donc depuis une minute, Dev a eu une nouvelle version. Il me propose un nouveau bouton qui s'appelle Compare and Pull Request. Ce bouton va permettre de faire un pull request pour merger le projet et merger la branche. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Si je clique dessus, il va me montrer qu'un nouveau commit a été fait. Il s'appelle commit graphique. Donc si on a plusieurs, il y aura une liste et on peut en scrollant voir qu'est-ce qui a été fait. Donc je peux voir que entre ma branche dev, donc on peut voir ici que j'ai ma branche dev qui veut aller, on suit la flèche, dans ma branche main. Et si je regarde ici, on peut voir que il me montre les différences. Donc il me montre que tu as supprimé cette ligne-là, tu as supprimé celle-là, tu as ajouté celle-là. Et il me propose, est-ce que tu veux faire en sorte que ta branche dev aille dans la branche main? Alors, moi qui gère le projet, donc des fois on peut avoir une personne qui gère le projet et d'autres qui vont coder, et donc la personne qui est chargée de gérer le projet va devoir vérifier que la chose fonctionne bien, donc en clonant le projet par exemple, en testant et vérifiant si tout fonctionne, ou en regardant ici si c'est des petites modifications, peut laisser un commentaire et puis peut créer le pull request. Une fois que le pull request a été fait, la personne qui est censée gérer le projet va avoir une petite notification. Et donc par mail si c'est activé, ou sinon peut revenir ici et avoir une notification qui s'affiche ici et qui explique voilà, il y a un commentaire qui a été fait par la personne qui gère les pull requests où il y a écrit tout est ok. Je peux cliquer dessus pour voir de quoi il s'agit. Donc encore une fois je peux le revoir si je le fais pas à de l'affilée, par exemple ça se fait imaginons tous les mois, je peux revérifier si je m'en souviens plus. Et encore une fois je peux réécrire un commentaire, donc il y a les commentaires de pull request et il y a les commentaires de merge, et ensuite je peux cliquer sur merge pull request. Je commit, on me dit que le pull request a été mergé. Et si je retourne dans code, on peut voir que ma branche main a reçu la nouvelle modification. Donc elle est à jour avec la branche dev. Et que du coup, si je clique sur mes branches, on peut voir que ma branche dev est considérée comme merged. Donc ça veut dire qu'en gros, elle est à jour, qu'elle n'apporte plus de nouvelles modifications et donc je peux la supprimer puisque j'en ai plus besoin. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, la vidéo est à présent terminée. Si vous avez plus de questions sur GitHub, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai directement. Et si le sujet est intéressant, j'en ferai une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like. Merci beaucoup. Au revoir.